Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bande à part, c'est un film très, comment dire, très émouvant par rapport aux années 60 de Godard, c'est-à-dire qu'il sort d'un gros truc, avant il a fait Le Mépris. Depuis la dernière fois où on s'est vu, il a fait 2 films, Les Carabiniers et Le Mépris. Et Le Mépris, ça a été pour lui un truc assez, comment dire, en termes de production et tout ça, assez difficile, puisque c'était payé par les Américains, qu'il y avait Bardot, que si vous voulez, même si c'était sa petite équipe qui continuait à faire le film, c'était quand même un peu lourd. Et du coup, après Le Mépris, il se dit, je vais faire un petit film en famille. Voilà, je veux pas de pression, je veux rien, je veux faire un film où tout va bien, et c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est le film où Godard a été le plus heureux et dont il a été le plus heureux dans les années 60. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de... Tout s'est très bien passé, ça n'arrive jamais d'habitude avec Godard, parce qu'il avait envie de ça, et qu'il a donné, je suppose, pour ça. Et donc, pour être tranquille, si vous voulez, par rapport à ce qu'il avait vécu sur Le Mépris, il fait un choix. Godard n'est pas comme Truffaut ou Chabrol, ou c'est pas quelqu'un qui s'est dit l'idéal c'est d'être producteur. Les autres, oui, enfin pas Rivette, mais les autres, si vous voulez, à un moment donné, très vite, ont eu envie d'être producteurs ou de coproduire leurs films. Godard, non. Godard, parce qu'il avait ses producteurs amis. Mais là, il dit, voilà, je vais créer une boîte de prod qui s'appelle Anouchka Film, parce qu'Anouchka, c'était le surnom d'Anna Karina. Et il produit ce film avec ça, mais c'est-à-dire avec rien. Il trouve un peu d'argent d'un distributeur américain, et c'est tout. Il fait le film avec. Donc, par rapport même au budget de l'époque, c'est un film fait avec très très peu de moyens, et c'est vraiment la famille. Comme ça, Coutard à l'image, etc. Et il veut que ce soit un film sans complications techniques. Il veut que ce soit facile, enfin, il veut que ce soit simple, pas facile. Il veut que ce soit simple. Et par exemple, il fait un choix de prendre une petite caméra Coutan à la main, c'est-à-dire qu'en gros, à part les plans en intérieur, où il a une dolly, tous les plans sont faits à la main par Coutard, et c'est fait, vous allez voir, c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a aucun effort, on voit bien que tout se passe bien, en douceur et en famille. En gros, c'est lui qui emploie l'expression que c'est un film qui a été fait en famille. Alors, il a besoin d'un scénario, vaguement, et donc il part d'un polar américain. C'est la première fois où il part d'un polar américain. Après, il refera ça, évidemment, avec Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, c'est aussi un polar américain, mais comme souvent, Godard, il prend que la structure narrative, c'est-à-dire, c'est pas une adaptation. C'est juste pour avoir une petite ossature, si vous voulez. Alors, ce qu'il a appris pendant Le Mépris quand même, c'est que parfois c'est pas mal d'avoir un scénario. Et il écrit un scénario, 20 pages, hein, c'est pas un scénario, mais quand même il écrit un scénario. Et je l'avais publié donc dans Godard par Godard. C'est un scénario où il est très très détaillé. Il y a des petits bouts de dialogue. Enfin, c'est ce qu'il avait déjà fait pour Le Mépris. Et ça suffit pour partir, puisqu'il n'a pas de producteur. Ça lui suffit pour partir, retourner. Il tourne le film en 1 mois. Voilà. Et évidemment, comme d'habitude, il n'a pas assez de... Godard se rend compte qu'avec ce qu'il veut tourner, il n'y aura pas 1h30. C'est le contraire aujourd'hui, où les gens font 2h30. Lui, il avait du mal à avoir assez de plans pour faire 1h30, et du coup ça lui donne une liberté très grande. Il dit, c'est pas grave, je vais faire des scènes qui ne sont pas là pour le scénario, et du coup c'est bien, ça apporte de l'air, et puis ça lui permet de faire des gags. Bon, les scènes vous les connaissez, enfin en tout cas c'est la visite du Louvre, il y a des scènes comme ça dans ce film qui sont un peu à côté de l'histoire qu'il raconte, alors qu'il raconte vraiment une histoire. C'est un des films, finalement, les plus scénarisés, au sens où il raconte une histoire, et il dit une chose très très juste sur ce film. Il dit, avant,
même si je racontais une histoire, je restais centré sur un personnage. Et il dit, dans ce film-là, j'ai pris 3 acteurs et ils sont à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est le centre du film. Et effectivement, c'est une très belle relation à 3. Et du coup, ça lui donne beaucoup de liberté, vous allez voir, au filmage, etc., de dire il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire suivre le personnage qui l'intéresse. Et il dit, comme j'avais 3 personnages, pour la première fois dans mon cinéma, j'ai mis en scène des situations. En gros, comme si avant, ce n'était pas des situations, c'était un personnage qui traverse le film. Là, il raconte quand même l'histoire. Bon, vous allez voir, elle est très mais c'est quand même une vraie histoire, enfin, comme ça. Mais il le fait sans les contraintes du raconter. Il le fait, vous allez voir, avec une incroyable légèreté. Alors, Anna Karina, dans ce film, vous allez voir, elle est très, très... Elle apparaît plus jeune qu'à l'époque du Petit Soldat, pratiquement. C'est-à-dire, bon, elle a sauté 2 cases, puisque les 2 films d'avant, elle n'y était pas, pour des raisons compliquées. Du coup, elle est évidemment très, très contente de revenir sur un tournage de Godard et d'être l'héroïne du film. Vous allez voir, elle le fait très petite fille. Elle reprend son accent, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait, pour elle, c'est comme si elle repartait de ses débuts chez Godard, si vous voulez. Elle redevient un peu une espèce de débutante très charmante. Bon. Alors, il y a une autre référence dans ce film permanente, c'est les romans de Queneau, les romans si vous voulez, d'avant-guerre. Alors que Godard, il n'est pas du tout normalement de ce côté-là. Il veut trouver une atmosphère, si vous voulez, surtout de Queneau. Et du coup, vous allez voir dans le film, à un moment, il y a un roman qu'on offre à Anna Karina qui est Odile de Queneau. Et Odile, c'est une histoire très importante pour Godard, puisque Odile, c'était le prénom de sa mère. Et il lui donne même le nom de famille de sa mère, Anna Karina. Vous allez voir, elle s'appelle Odile Monod, qui était le nom de la mère de Godard, qui était morte assez jeune, quand Godard était fâché avec la famille. Et on va retrouver ce prénom Odile bien plus tard, quand il fait Forever Mozart, où ceux qui partent à la guerre, enfin qui vont à Sarajevo, ils s'arrêtent dans une maison, ils sont arrêtés par les Serbes, etc. Et là, à un moment donné, Godard filme un chambranle de porte où il y a vous savez ce qu'on faisait avant, on notait comment les gens grandissaient quand ils étaient petits, et il y a des marques, c'est Odile, c'est vraiment la maison de sa mère, et c'est les marques de sa mère. Quand les gens qui voient le film, ils ne comprennent absolument pas pourquoi il y a ça, si vous voulez. En tout cas, dans Odile, pour lui, c'est un mot très très important, c'est celui de sa mère. Alors sa mère, elle est morte comme ça, comme Grace Kelly, si on peut dire, elle est morte en Vespa, en descendant en Suisse, comme ça, de sa maison, dans une petite route, comme ça. Et il n'a pas pu aller à l'enterrement de sa mère, parce qu'il était un peu à l'écart de sa famille, disons, à ce moment-là, mais c'est resté une chose très, très importante. Alors, c'est pour ça qu'elle s'appelle Odile, et vous allez voir, il met en valeur, disons, le livre qui porte le nom de sa mère. Bon, on reparlera du film après, à tout à l'heure. Bon, je vais repartir de la fin, puisqu'on vient de la voir. En fait, vous avez vu que le dernier plan, il n'est pas de la même texture ni couleur noir et blanc, c'est-à-dire qu'il il a essayé de faire une image qui ressemble plus à celle de Chaplin, puisque son idée, c'est il fait la fin d'un film de Chaplin. Alors, cette fin, il ne la connaissait pas 2 jours avant la fin du tournage. Il ne savait pas comment il allait finir le film. Et puis, il a eu cette envie d'en faire un film optimiste. Enfin, il a eu envie que si vous voulez, tout ce qu'il y avait de sombre avant soit balayé. Et cette idée qu'il parte en Amérique du Sud. Alors, la fin, c'est intéressant parce que Godard dit, en gros, qu'après, il y aura un film en scope et en couleur, et c'est Pierrot le Fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait Pierrot le Fou, sauf que là, il dit c'est dans 5 ans, et en réalité, il l'a fait beaucoup plus tôt, parce que Pierrot le Fou ne va pas tarder à arriver dans l'œuvre de Godard. C'est-à-dire que pour lui,
Belmondo et Anna Karina dans Pierrot le Fou, c'est les mêmes. Enfin, même si évidemment c'est pas Sami Frey. Donc il y a cette idée de Chaplin, et puis de faire une fin heureuse, ça lui arrive rarement à Godard, de faire une fin heureuse dans ses films. Il avait failli le faire, je vous l'ai dit l'autre fois, pour Vivre sa vie, mais au dernier moment il a craqué, il a tué. Et là il l'a fait vraiment. Et en plus ça balaye, y compris la mort qui vient d'avoir lieu dans le trio. Alors le trio, dans ce film, Godard finalement pense à Truffaut. Il y a plein de choses qui le montrent, notamment l'histoire de la place Clichy. Il y a une très belle scène de nuit dans la place Clichy. Clichy, c'était le quartier de Truffaut. Et vous avez vu, il y a à un moment donné, il y a un magasin, enfin il y a une boutique où il y a écrit Nouvelle Vague, et elle existe encore. Il y a exactement les mêmes marques. Si vous voulez, c'est à côté du Vepler, enfin, et du cimetière, c'est à ce côté-là. Donc il fait ça un peu en hommage à Truffaut, et évidemment, il pense à Jules et Jim. Puisqu'après tout, c'est une structure banale, il y a des milliers de films, mais c'est la structure d'une femme entre deux hommes. Mais là, il y pense vraiment. C'est-à-dire comment dialoguer avec Truffaut, même si l'esthétique de Godard est très très loin de celle de Truffaut dans ce film-là. Sauf que dans Jules et Jim, c'est elle qui meurt, et là c'est un des deux qui meurt. Alors sur les deux acteurs, sur l'histoire de Sami Frey, Godard avait rencontré Sami Frey pendant qu'il tournait Le Mépris, puisque Sami Frey avait eu une histoire d'amour avec Bardot, puisque Sami Frey avait joué en fait à peu près que dans un seul film, c'était La Vérité. Il avait rencontré Bardot, ils ont eu une histoire d'amour, et pendant le tournage du Mépris, Sami Frey est venu à Rome pour retrouver Bardot, et il y a eu un petit mini-scandale, c'est-à-dire qu'il s'est battu avec les journalistes qui le photographiaient avec elle, etc. Et du coup, Godard a eu un petit contact avec lui à ce moment-là, et il lui a proposé après donc de faire ce film. Alors à l'époque, Sami Frey est peu connu, et il est timide, c'est-à-dire qu'au début du tournage, l'autre prend toute la place. Et du coup, Godard va accentuer ça, c'est-à-dire que dans son scénario, finalement, Sami Frey est très en retrait. Mais à la fin, c'est lui qui gagne, si j'ose dire. C'est-à-dire à la fin, c'est lui qui a l'amour d'Anna Karina, et c'est lui qui survit avec elle, alors que l'autre, qui est un peu plus fanfaron, un peu plus agité, etc., il meurt. Donc c'est un choix. Il en a parlé de ça, Godard. Il dit finalement, voilà, c'est comme un retournement de situation. Celui qui se tait marque plus de points que celui qui s'agite, en gros, pour aller vite. Alors, Godard trouvait qu'à l'époque, Sami Frey, pour lui, il faisait penser à Kafka. Il disait il a la même tête que Kafka. Bon, c'est pas franchement évident, et c'est pour ça qu'il appelle Franz dans le film, sur l'idée ça serait Kafka. Alors je reviens un peu sur comment ce film s'est tourné du point de vue technique aussi, tout simplement. Donc son synchrone tout le temps, même en voiture, sauf que comme c'était une petite caméra 35, elle faisait du bruit. Et donc le son synchrone, quand la caméra mouline, c'est difficile. Et Coutard avait fabriqué sur mesure un blimp en cuir. Il n'y avait pas de blimp pour cette caméra, donc il a fabriqué le blimp, mais il y avait quand même un bruit de caméra dehors quand ça résonnait, etc. Et donc il y a une scène très belle dans une émission. Enfin, des journalistes de la télévision viennent le voir, et Godard est en train de tourner, et il voit les techniciens qui tapent avec des marteaux, des scies, etc. Et il leur dit mais qu'est-ce que c'est? Il dit c'est pour couvrir le son de la caméra. C'est-à-dire qu'il utilisait un son direct, si vous voulez, pour qu'on n'entende pas directement le son de la caméra. Alors il y a le très beau jeu avec le son sur la minute de silence. Mais surtout après, c'est-à-dire que la danse, par moment il met la musique, par moment il arrête pour prendre la parole, par moment il met les deux, c'est-à-dire il y a un travail comme ça de
d'expérimentation, enfin, de qu'est-ce qu'on peut faire avec de la musique et du silence. La musique du silence, c'est un gag, pratiquement, tandis qu'après, non. C'est-à-dire qu'il commence par un gag, et après, il fait un vrai travail sur le rapport. Alors, la scène de la danse, enfin... en fait, la danse, c'est un Madison, mais le Madison était déjà très très rétro à l'époque. C'est-à-dire, c'était pas du tout, comme on pourrait le croire aujourd'hui, une danse de l'époque. Enfin, elle était déjà tout à fait dépassée, mais Godard voulait absolument une danse en ligne. Et c'était lié aussi au western. Enfin, c'était lié l'idée que et ils sont très bons, ils sont magnifiques. Enfin, c'est un moment extrêmement émouvant. Et c'était pas des pas de Madison. C'est-à-dire que Godard a inventé d'autres pas avec eux. Donc ils ont répété, ils ont inventé les pas. C'est-à-dire que c'est pas juste une copie, si vous voulez, d'une danse qui existait ou qui a existé un tout petit peu avant. Et là, bon, ce qui est évidemment magnifique, c'est qu'à la fin, elle reste seule. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils partent et elle continue à danser toute seule. Alors, sur Anna Karina, le film est quand même très... Je trouve très troublant, puisqu'on l'a vu avant dans Une femme est une femme, où elle est quand même épanouie, physique, etc. Et là, elle redevient, c'est comme si d'un seul coup, elle régressait, elle se tient comme ça, elle n'a pas de corps, c'est une silhouette comme ça, plus, c'est-à-dire que Godard lui a demandé de redevenir quelque chose qu'elle n'était plus. Puisqu'on l'a déjà vu dans des films où elle n'était plus comme ça. Et il a fait une petite chose comme ça, très émouvante, mais très... elle est recroquevillée sur elle. La façon dont elle se tient, par exemple, n'a plus rien à voir avec les films avant où Anna Karina jouait chez Godard. C'est-à-dire, c'est pas une régression, c'est un retour à un état du corps d'Anna Karina antérieur à ce qu'elle est là, à ce moment-là, puisqu'on l'a vu déjà bien différemment avant. Donc... Et le jeu, alors le trio de Jules et Jim, si on peut dire, il se joue toujours très très physiquement. Il y a la très belle scène du café où c'est celui qui poussera l'autre pour être à côté d'elle ou en face d'elle, etc. C'est-à-dire que c'est pas un trio psychologique, c'est pas un grand truc de scénarisation, c'est toujours physique. Par exemple, le gag de... il y en a un qui lui donne des gauloises, enfin, ou des cigarettes brunes, elle n'en veut pas, et l'autre lui donne des cigarettes américaines, il le reprend plusieurs fois. Les rapports amoureux entre les trois personnages sont pas du tout des trucs scénarisés, c'est toujours direct, c'est physique et c'est dans l'espace. C'est pour ça qu'ils sont très souvent tous les trois dans les scènes. Il y a très peu de scènes, il n'y en a pas, où ils seraient séparés, si vous voulez. Sauf, il y a la très belle scène où elle se rend à la maison en passant par le bateau, les échelles, etc. Où là, elle est un peu seule, où elle donne à manger au tigre. Alors, l'histoire du petit cirque, c'est juste que quand Godard a choisi cette maison, bon, Godard ne repérait jamais les films. Il envoyait ses assistants. Il n'aimait pas repérer, et même parfois il n'aimait pas aller voir avant de commencer à tourner, parce qu'il disait, si je vois, ça émousse mon envie de filmer. Donc là, la maison, c'est pas lui qui l'a trouvée, mais là, il est allé voir quand même la maison qui a été difficile à avoir, parce que le propriétaire avait peur du cinéma et tout ça. Il a fini par l'avoir quand même. Mais si vous voulez, évidemment, le cirque était là. C'est-à-dire Godard arrive au cirque, donc il dit, qu'est-ce que je vais en faire? Anna Karina va lui donner un steak, comme ça, parce qu'on se demande ce qu'elle fait quand elle prend le steak et qu'elle l'enveloppe dans du journal, parce qu'on n'a pas vu le cirque. C'est-à-dire qu'après, d'un seul coup, on comprend qu'elle fait ça tous les jours et qu'elle va nourrir le tigre sur l'île. Alors, le décor est très, très... c'est le contraire des films de Godard modernes, si j'ose dire. C'est le contraire des films de Godard avec les décors à l'époque, comme ça, très, très moderne, très contemporain. C'est un décor effectivement très vieillot, et on n'en sort jamais. C'est-à-dire, c'est la boue, le gris, etc. Ça reste un décor romanesque,
puisque Godard dit « j'ai voulu faire un film où il y a du romanesque », donc ça fait partie évidemment du romanesque, le site du film, et même quand il filme Paris, il filme la nuit, c'est-à-dire qu'il ne filme pas le Paris, disons, contemporain du début des années 60. Il en fait quelque chose d'un petit peu qui relève un peu du passé. Alors sur l'esthétique du film, c'est lié aussi à la pellicule. À l'époque était arrivée sur le marché une pellicule qui était la Doublix, qui faisait 200 ASA, c'est-à-dire qui ne nécessitait pas beaucoup d'éclairage, mais même quand il faisait gris, et du coup il y a cette espèce de tonalité très très grise. Il n'a pas surdéveloppé la pellicule. C'était la pellicule normale, donc ça, Coutard, comme Godard, ils étaient à l'affût de tout ce qui arrivait d'un peu nouveau, si vous voulez, pour filmer. Et là, évidemment, la 200 ASA était parfaite sur le côté grisaille, comme ça, de l'image. Alors, sur le tournage, aussi, si vous voulez, comme quand ils sont dans la voiture, à 2 ou à 3, et qui sont filmés dans l'axe, il n'y a personne du film. C'est-à-dire que il y a l'ingénieur du son qui est couché à l'arrière de la voiture, c'était très étroit, et qui enregistrait en direct le son des acteurs, et c'est tout. C'est-à-dire que la caméra était ventousée sur le capot, et l'équipe technique était toute seule dans une voiture qui était devant la voiture. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien faire, si vous voulez. Ils ne pouvaient pas agir, ils ne pouvaient même pas entendre ce qui se passait, par exemple, sur le dialogue, tant que ça tournait. Et c'est les acteurs qui faisaient le clap. C'est Sami Frey qui faisait le clap, ça partait, et après, il n'y avait plus qu'à attendre, si vous voulez, bien plus tard, pour voir comment ça s'était passé. Et notamment sur le jeu d'acteurs, il n'y avait plus aucun. C'est un dispositif où il n'y a plus aucun contrôle sur le jeu des acteurs dès lors que la voiture se met à tourner. Alors la voiture a une histoire, si vous voulez, c'était une voiture. Godard était ami avec Antoine Boursellier, qui à l'époque était un grand metteur en scène de théâtre, et qui était le mari de Chantal Darget, qu'on voit à la fin. Et donc Godard les a toujours aidés financièrement. Quand ils n'avaient plus un rond, il leur payait leur loyer et tout ça. Et donc là, en guise d'échange, si vous voulez, ils avaient cette vieille voiture pourrie, et Godard leur a dit « vous me la prêtez ». Et donc il l'a prêtée, et à la fin, ils se sont disputés parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, le capot était esquinté. Et donc, il disait quand même, tu vas me rembourser le truc, et Godard l'a assez mal pris. Mais Godard, par rapport à ça, était gentil. Il a dit à pas son producteur, mais celui qui gérait l'argent du film, on va lui rembourser sa capote. Et l'autre n'a absolument pas voulu. Il a dit, sa capote, elle était pourrie au départ. Et si tu veux lui donner l'argent, tu lui donnes, mais pas pour la capote. La capote, voilà, je ne paye pas pour ça, alors que c'était une relation finalement très amicale au départ avec Antoine Boursellier. Antoine Boursellier, c'est quelqu'un qui a compté pour Godard, parce que comme il mettait en scène des pièces de théâtre, des fois il lui demandait de mettre en scène des choses pour Anna Karina, et notamment pour Lucrèce, qui a été un rêve de toute la vie de Godard, de filmer pour Lucrèce, et il n'a jamais pu le faire. Il a essayé plusieurs fois. Une fois, il a commencé le tournage, puis il faisait très mauvais, il a été obligé d'arrêter. C'est-à-dire, c'est un film que Godard a eu en tête pendant toute sa carrière et qu'il n'a jamais tourné. Alors, et c'est marrant parce que j'ai lu un truc là où il disait que peut-être il allait faire pour Lucrèce chez lui. C'est dans un des 3 films qu'il prétend vouloir faire encore avant de prendre sa retraite. Donc l'idée de pour Lucrèce, elle traverse tout. Comme ça, y compris là. Voilà, qu'est-ce que j'oublie ? C'est à vous un peu maintenant de parler ou de demander. En attendant, est-ce que vous pourriez nous redire combien de temps a duré le tournage du film ? Je n'ai pas compris. Le tournage du film, en fait, combien de temps a-t-il duré ? 1 mois, d'accord. 1 mois, parce que c'était une équipe... en général, Godard
tournait moins. Il faisait plutôt les films en 3-4 semaines. Là, mais c'est ce qui était prévu, et comme c'était son argent, il n'avait aucun intérêt à dépasser, mais il n'a jamais dépassé. Godard est quelqu'un qui était totalement respectueux des budgets et aussi des semaines de tournage. Sauf dans Alphaville, pour des raisons très particulières, il n'a jamais dépassé. Et je l'ai déjà dit, c'est comme Rohmer, des fois il rendait une semaine au producteur. Donc, il tournait, alors que tout le monde réclame toujours plus de temps. Rohmer, au bout s'il avait prévu 5 semaines, il finissait le film en 4 et il disait au producteur, je vous rends l'argent de la dernière semaine, puisque je n'en ai pas eu besoin. Bon, il y a très très peu de cinéastes qui font ça. C'était une morale de la nouvelle vague, hein, c'est-à-dire on respecte les producteurs et on respecte l'argent. Parce que si on veut faire des films, il faut qu'ils soient là. Et si on ne les respecte pas, tout le système fout le camp. Donc voilà. Puis Godard était quelqu'un qui aimait aller vite. Donc il n'était pas là à traîner. Si vous voulez, il essayait de... Pour lui, au plus ça allait vite, au plus c'était signe que le film avançait bien. Enfin, il y avait quelque chose de la grâce dans ça. Alors, sur ça, justement, par rapport à... Dans ce film, c'est très clair. Il y a le scénario, qui est cette histoire d'argent à aller voler dans la maison avec la dame riche. Et puis la relation entre eux, pas la relation sentimentale, la relation par rapport à ce casse, comme ça, qui est un sujet de polar, enfin, tout à fait banal. Donc Godard le traite. On comprend à peu près ce qui se passe, on comprend notamment l'histoire de l'oncle, qui est lui aussi sur le coup, enfin tous les trucs de polar, mais Godard va à toute vitesse. L'histoire de l'oncle, il la bâcle complètement, sauf à la fin, c'est lui qui tue mais le personnage, mais c'est à peu près tout. Donc il raconte l'histoire, et c'est pour ça que c'est un film très étrange, quand il a envie de faire autre chose, il le fait. Il ne se sent pas lié à un scénario qui ne serait que du raconté ou que du scénario. Et d'un seul coup, par exemple, il va se faire la séance de danse, il va se faire la traversée du Louvre. C'est-à-dire qu'il sait que comme il a le temps, comme il sait que raconter l'histoire en 1h30, ça ne l'intéresse pas, il concentre les morceaux qui sont narratifs, et au contraire, il prend tout le temps qu'il veut pour faire autre chose. La scène, par exemple, du cours d'anglais, la partie utilitaire est très petite, mais ça donne évidemment des scènes où il y a de la grâce, puisqu'il n'y a pas de rendement. Il y en a plusieurs comme ça où il n'y a aucun rendement scénarique, c'est le plaisir de filmer, de regarder Anna Karina, de prendre le temps de filmer autre chose que l'histoire. Et Godard, dans ce film, il dit finalement, quand on dit ça, c'est pas vrai. Il dit c'est comme quand les gens disent je prends le train, j'ai 4 heures de train, et ils considèrent que c'est hors de leur vie, que c'est hors de la vie. Et lui, il dit au contraire, les 4 heures de train, c'est là où on peut regarder, c'est là où on peut réfléchir, où on peut voir, etc., où on peut penser. Et il dit, les 4 heures de train, c'est peut-être aussi important que là où on va, enfin, où on va faire quelque chose. Donc, c'est le principe du film, hein, c'est-à-dire, de temps en temps, il y a des petits morceaux qui ne sont pas vraiment de l'histoire, mais qui amènent du réel, de la vie, de la grâce. Parce que quand il n'y a pas de programme narratif, la grâce est plus facile, si j'ose dire, à attraper. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps de filmer Anna Karina qui danse dans un film narratif qui fonctionne au rendement scénarique, on ne peut pas. Godard n'aurait pas eu le temps de faire les belles scènes qu'il fait là-dedans. Et pour lui, c'est pas... Comment dire ? Pour lui, c'est pas un handicap, au contraire. Il dit c'est un tout. La vie, enfin comme ça, c'est un tout. Et il y a les moments comme ça qui ne sont pas pris dans l'histoire, qui sont aussi importants pour moi, cinéaste, que les moments où l'histoire avance, en gros. Ça fait partie du charme de ce film, hein, enfin pour moi, en tout cas. C'est-à-dire, on n'est pas pris dans la locomotive narrative, quoi. Il prend le temps, il s'arrête, il fait autre chose, etc. Et les moments les plus beaux sont les moments qui ne sont pas pris dans la machine scénarique.
Parce que le moment de la machine scénarique, par exemple, moi j'aime un peu moins les scènes, par exemple, à l'intérieur de la maison, avec la dame riche, etc. C'est plus contraint. Il n'y a pas la grâce qu'il y a dans les scènes qui sont moins, disons, utiles au scénario. Alors oui, l'histoire du Louvre, bon, c'était quand même une façon de tourner. Il n'y avait que lui qui faisait ça, c'est-à-dire, il dit on va tourner au Louvre, et évidemment, on va se faire arrêter. Enfin, les gardiens vont essayer de nous arrêter et tout. Il faut qu'on le fasse vraiment en temps réel, c'est-à-dire sur les 5 minutes, et ils le font. C'est-à-dire Coutard à sa caméra, il y a l'ingé son quand même, hein, c'est-à-dire c'est pas que de l'image. Donc l'ingé son avec sa petite perche qui attrape le son qui court, et ils savent qu'ils ne peuvent pas refaire 2 fois le plan. Il y a un très beau plan, par exemple, où ils foncent, puis il y a le gardien qui essaye de les arrêter, il n'y a qu'une prise possible. Après, ils foncent, et ça veut dire que la course contre le temps, elle est réelle. C'est une course contre les gardiens et contre le Louvre, enfin, si vous voulez, contre les conditions de tournage dans le Louvre. Bon, aujourd'hui, ça serait évidemment plus possible. Hein. Aujourd'hui, on fait un plan comme ça, après c'est fini, on est arrêté tout de suite et on ne peut plus continuer. Donc c'était quand même... Et alors, bon, il y a des choses de fou hein, sur l'improvisation, enfin, sur les trucs comme ça, c'est que quand la voiture a fait demi-tour sur l'autoroute, c'est des vraies voitures, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se faire massacrer. Godard, il dit, bon, allez, on le fait. Donc vous imaginez le risque on a peur même pour eux, puisque la voiture arrive, et il y a des autres voitures qui arrivent à fond la caisse, comme ça. Et bon, c'était des prises de risque grandes, enfin, et même parfois en voiture, quand ils sont dans la gadoue et tout, on a peur, enfin, on a peur pour le tournage. Voilà. Et ça veut dire que les risques, bon, c'est vrai que les 2 acteurs sont jeunes et fougueux, mais ils prennent les risques, quoi. C'est pas du tout un cinéma protégé, c'est un cinéma où, voilà, s'il faut le faire pour le film, on le fait, et on le fait vraiment. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Je crois que c'est un des films préférés de Quentin Tarantino, puisqu'il a appelé sa maison de production Bande à part. Oui. Est-ce que vous savez justement pour quelle raison? Enfin, c'est pas le côté, c'est pas le traitement du polar. Je pense que c'est plutôt pour ses digressions. C'est le reste, oui. Voilà. Je pense que c'est sur l'idée que qu'est-ce que c'était bien l'époque où on pouvait faire du cinéma, où il y avait à la fois l'histoire et à la fois qu'on faisait ce qu'on voulait à côté, quoi. En gros, c'est-à-dire une espèce de liberté et de grâce qui a disparu. Je veux dire, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui peut... Je pense même qu'il n'y a personne qui peut faire ça aujourd'hui. Pas du tout, parce que les cinéastes n'ont pas envie de faire ça. C'est parce que c'est juste plus possible de prendre ces libertés-là comme ça, et ne serait-ce qu'en termes de production. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens qui font des films, ils sont obligés de rendre des comptes sur le scénario, pour les chaînes de télé qui payent, pour tout ça. C'est-à-dire que c'est une liberté incroyable, et on le sent. Enfin, c'est un film. Il y a un plaisir de la liberté de filmer. Enfin, on a l'impression qu'ils sont 4, quoi, et qu'ils s'amusent. Ils ne font pas que s'amuser, parce qu'il y a du jeu d'acteurs et tout, mais en gros, on a l'impression que ce tournage est, comme dit Godard, c'est une affaire de famille. En plus, ils se connaissent tous, parce que même les techniciens font partie de la famille. Notamment l'Argemain, c'était un machinot qui avait un génie pour pousser le travelling. Et Godard disait que c'était un génie du poussage travelling. D'habitude, les cinéastes, ils parlent rarement du génie des machinots. Or, c'est essentiel, le machinot. Dans un film, il y a une qualité de mouvement dans certains films qui viennent du machinot. C'est son corps et ses muscles qui poussent le chariot. Et effectivement, ça, Godard, il voyait ça tout de suite. Donc, il y a L'Argemain. Il y a Suzanne Schiffman qui fait tout, hein, par ailleurs. C'est-à-dire, Schiffman, elle gère à peu près tout sur le tournage, la script, mais pas que ça. Voilà, donc c'est la garde rapprochée de Godard, dont une partie était aussi la garde rapprochée de Truffaut. C'est pour ça qu'il y a aussi une contagion truffaldienne dans ce film. Il y avait une partie des techniciens qui étaient les mêmes, même si quand Coutard est chez Truffaut, c'est pas bien.
C'est-à-dire que Coutard seul avec Truffaut, c'est pas bien. Enfin, Le marié était en noir, c'est un film très moche. Je parle à l'image, alors que c'est Coutard, quoi. Et on n'y croit pas quand on voit le film, on se dit c'est pas Coutard, c'est pas le même que celui qui fait les Godard, mais oui, c'est-à-dire que l'accord entre le cinéaste et le chef-op est une chose absolument fondamentale dans un film. Et Godard avec Coutard, ils n'ont même plus à se parler, quoi. C'est-à-dire, alors Godard sur ce film, voilà comment il faisait. Il répétait pas avec la caméra, c'est-à-dire il se mettait à la place où allait être la caméra, exactement, où il allait poser la caméra, et puis il mettait en scène, c'est un film très virevoltant, ça n'arrête pas de tourner, etc. Donc il faisait répéter aux acteurs les mouvements, les évolutions, et après il disait à Coutard, bon maintenant tu viens à ma place et tu filmes. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça allait très vite. Ça passait de l'œil de Godard à la caméra, directement. Il n'y avait pas de phase intermédiaire, et on voit que Coutard est quand même génial, quoi, sur ça, parce qu'il tournait les plans, il les faisait 2 fois, c'était pas du tout des films où on fait 10 fois, c'est-à-dire que Coutard était en alerte maximum, il avait assisté au moment où Godard faisait évoluer les acteurs, et il savait exactement ce qu'il allait faire lui avec la caméra. Filmer comme ça, caméra à l'épaule, c'est difficile. Je veux dire, on peut se planter, on peut rater le mouvement. Et là, Coutard, il est quand même génial, quoi. Enfin, c'est un des films, parce que Le Mépris, c'est facile, si j'ose dire. Il y a le gros trépied, il y a la caméra fixe et tout. Là, c'est plus compliqué. Alors, dans les intérieurs de la maison, c'est pas la petite caméra, c'est une grosse Mitchell. Donc la même que celle de Vivre sa vie, enfin la caméra des Américains. Mais Godard voulait qu'il n'y ait pas de différence entre les plans faits à la main en extérieur et les plans faits par la caméra qui fait 60 kilos. Et du coup, c'est les premiers, je pense, en France, qui ont utilisé une dolly, un peu bricolée. Une dolly, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, c'est très banal. La caméra, elle est sur un petit plateau avec des roues. C'est pas un travelling, et on ne la manipule comme on veut, comme on veut. En tout cas, on peut la faire virevolter, et les plans à l'intérieur sont aussi virevoltants que les plans à l'extérieur, faits avec la petite caméra à la main. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de... On ne se dit pas quand on entre à l'intérieur, tiens, le film va être plombé. Enfin, la vivacité de la caméra va disparaître parce qu'elle reste. Bon, et on voit, mais il y en a même trop. Enfin, moi, les scènes à l'intérieur, je ne les trouve pas toujours géniales. Dans ce film, je trouve que c'est beaucoup moins bien que ce qu'il y a à l'extérieur, quoi. Alors que l'actrice est bien, l'actrice qui fait je trouve qu'elle est très très bien, l'actrice qui fait la femme riche, comme ça, notamment au moment où ça bascule, où elle prend l'autorité, elle dit vous partez, etc. Et petit à petit, elle est gagnée par... Alors, sur l'histoire de cette femme, Godard a été obligé de plaider pour avoir l'autorisation de tourner qu'elle n'était pas morte, qu'elle ne serait pas morte. Donc ça l'embêtait, mais sinon il n'aurait pas pu tourner le film. Enfin, en tout cas, le CNC était très inquiet sur le fait que les 2 personnages allaient tuer cette femme. Et du coup, Godard, il ruse, comme toujours, c'est-à-dire il dit on ne sait pas si elle est morte, et Anna Karenina dit je vais aller voir, on va aller voir si elle est vraiment morte. C'est-à-dire ils peuvent plaider. Si après il y a des soucis au moment de la sortie du film, qu'on ne sait pas, que peut-être elle est juste évanouie ou que peut-être elle est morte. Donc c'est des vieilles ruses de cinéastes. Ah, on la voit sortir à la fin, il me semble, de la maison, c'est ça ? On la voit sortir, d'accord. Ah ben j'ai eu un moment d'inattention. Oui, ça peut être que elle, apparemment, effectivement. Ouais. Donc il a fait le plan pour prouver au CNC qu'elle n'était pas morte. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la scène, de la scène finale où ils s'entretuent, que je trouve intéressante. Et puis, le rappel aussi à la comédie musicale, avec au début, je crois qu'il fredonne Samy Frey, Les Parapluies de Cherbourg, non ? Mais le film, la musique est de Legrand. Oui, je sais. Mais elle ne ressemble pas à une musique. Non. Je trouve qu'elle ressemble. C'est plutôt une musique de jazz comme ça. Oui, un peu. Il n'y a pas
la couleur des musiques de Michel Legrand. C'est une musique un peu soulignante, enfin comme ça, qui accompagne. C'est pas une musique enveloppante, elle est comme ça, donc c'est très bizarre. Mais il fredonne au début, Sami Frey, les parapluies de Cherbourg, on est d'accord? Je crois que c'était en voiture, quand ils sont tous les trois, il fredonne, lui, à un moment, ou tous les deux, au début. Et puis la chorégraphie aussi, effectivement, c'est pas du Madison, hein, pour tous ceux qui ont appris Madison, on voit bien. Mais justement, c'est une belle chorégraphie parce qu'elle est originale, et puis... Enfin, je trouve qu'elle est exceptionnelle, ils sont tous les trois. Et Sami Frey est génial, plus que les deux autres. Sami Frey, il marque les tac, comme ça, on voit qu'il est... il rythme tout, son corps et tout. L'autre, non. L'autre est plus banal, enfin, et plus mou. Lui, il est là, c'est comme si c'était effectivement un acteur de comédie musicale. Enfin, il est magnifique. Et on voit que Godard, d'ailleurs, le filme plus lui que l'autre. Et après, il isole Anna-Karina, parce qu'évidemment, son plaisir, c'est de filmer Anna-Karina en train de danser. En tout cas, sur l'histoire, pour revenir à votre question initiale, c'est clair que c'est pas du naturalisme, parce que Godard, ça l'aurait vraiment emmerdé de filmer un acteur qui tire sur un autre et l'autre qui meurt comme ça. Il en fait de la chorégraphie. Et en plus, il l'a préparé, puisqu'au début, il y a le gag où il lui dit je te tire dessus, et il tourne. C'est-à-dire qu'il prépare cette chorégraphie par une chorégraphie mimée, puisqu'au début, c'est du pur mime, et à la fin, il la reprend, et il prend tout le temps. Puis il y a la très belle idée poétique que justement, quand il meurt, il pense aux oiseaux qui tournent. C'est-à-dire que c'est comme si, quand il meurt, l'oiseau voyait ses propres mouvements à lui en train de tournoyer avant de mourir, quoi. C'est alors que Staquet, il meurt sec, quoi. Parce que lui, quand il tire sur Staquet tombe, boum, comme ça, tandis que lui, il danse sa mort. Enfin, il y a un vrai truc sur ça, donc qui est très beau, enfin, à ce moment-là. Et c'est l'idée que on est effectivement dans du cinéma non naturaliste, donc dans du cinéma plus américain, au sens où il n'a pas besoin de naturalisme. Il n'a pas besoin que ce soit crédible et tout. Alors, j'ai oublié de dire un truc, parce qu'on parle de ça, mais le chien, à la fin, c'est pas du tout Godard qui l'a voulu, qui l'a amené là. Le chien est venu là, il ne voulait pas bouger. Donc, parce qu'on pense évidemment que Godard a pris le chien et l'a posé, pas du tout. Ça prouve qu'il avait la grâce, puisque le chien, on pense qu'à lui. Enfin, après, quand on repense au plan, on voit qu'il est là et qu'il regarde leur histoire. Non, mais c'est clair qu'il y a des choses... C'est marrant, parce que c'est un film tout petit. Je veux dire, c'est un film fait comme ça, dans un décor tout gris. Et il y a des choses qui viennent évidemment du cinéma. Enfin, du cinéma. Qui viennent du cinéma que Godard a aimé. Mais il le fait en réduit, enfin il le fait en petit et en réduit, mais il sait d'où ça vient pour lui de faire ça, et notamment effectivement de la comédie musicale. Et puis bon, il y a ce truc génial chez Godard, quoi, c'est que ça s'arrête jamais dans ce film. C'est-à-dire que même quand ils sont dehors et qu'ils se parlent, ils font toujours des choses. Notamment à un moment donné, Sami Frey monte sur la grande roue, l'autre le pousse, etc. C'est-à-dire que tous les deux hommes, ils n'arrêtent pas de se toucher, de se disputer, etc. C'est-à-dire c'est un jeu très physique qui passe par des mini-actions que Godard, évidemment, met en scène, et eux, ils réagissent, ils sont très bons. Je veux dire qu'ils jouent très très bien, ils jouent absolument bien avec ça, quoi. C'était quand même un accord magnifique entre ces deux jeunes acteurs, puisqu'ils étaient jeunes tous les deux. Je veux dire, c'était pas des acteurs qui étaient tout à fait confirmés, etc. Et on voit que Godard se dit, je vais vraiment les faire jouer ensemble, mais pas dans le dialogue. Je vais les faire jouer ensemble corps à corps, enfin, comme ça, sur des rythmes, sur des mouvements, plus que sur le texte, finalement. Alors, il y a ce truc très beau, évidemment, dans le film, c'est quand Godard prend la parole, d'un seul coup, il y a des bouffées romanesque. Godard dit, voilà, la voiture tourne, etc. Dit par Godard lui-même, et qui sont pas jamais ce qui est dit, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire,
il parle de la lumière somptueuse, etc. Et on voit une lumière triste et grise. C'est-à-dire que le romanesque, la voix apporte une dimension romanesque à des images qui en soi ne le sont pas. Parce que c'est pour ça que il y a aussi, enfin, j'ai parlé un peu de la littérature, c'est-à-dire il y a quelque chose de Simenon. Godard, il pense à Simenon, les ambiances comme ça, un peu grises, brumeuses, etc., ça vient de Simenon. Et Godard lisait, comme tout le monde à l'époque lisait Simenon, mais il y a ça dans le film aussi. C'est comme une petite intrigue à la Simenon dans un décor de Simenon, ou bien comme La nuit du chasseur, pas La nuit du chasseur, pardon, La nuit, le film de Renoir qui se passe dans le brouillard tout le temps à peu près. Quelqu'un va m'aider. La nuit du Carrefour, voilà, qui se passe comme ça et qui est un scénario de Simenon. En tout cas, il y a quelque chose de Simenon et quelque chose aussi de le passage du romanesque au gag. Ça, c'est plutôt Queneau. Il y a quelque chose de Queneau là, qui passe à travers ça, quoi. En tout cas, les moments où Godard prend la parole, c'est pour dire, voilà, je les filme, je les regarde, mais j'apporte du romanesque par la voix qui est extérieure à ce qu'on voit. Enfin, qui vient colorer ce qu'on voit, mais ça ne décrit jamais ce qu'on voit. Ça décolle. Chaque fois que Godard prend la parole, ça décolle de ce qu'on voit strictement à ce moment-là sur l'écran. Sauf lorsqu'il dit si vous venez de rentrer, vous êtes arrivé en retard et que oui. À ce moment-là, il est descriptif puisqu'il nous raconte ce qui s'est passé. Oui, mais là c'est les facéties de Godard aussi, parce que il aimait beaucoup jouer quand même. Même si ce film, finalement, ce qui est très bizarre, c'est que ce film est très sérieux, globalement, sur les relations des trois personnages, etc. Il y a une espèce de sincérité dans le film, qui est un peu le contraire, évidemment, des gags, enfin des choses comme ça, de jouer avec la narration, quoi. Il réussit à tenir les deux complètement. Je crois qu'il fait froid et que tout le monde a envie de rentrer. Alors, en février, on va revenir à un Godard, en tout cas plus spectaculaire, quelque part, avec Pierrot le Fou. Voilà, c'est la suite, donc si vous voulez voir la suite, vous venez en février voir Pierrot le Fou. Écoutez, merci encore. Bonne soirée.